déficit de ciment au Mali sera très bientôt comblé avec la construction d'une nouvelle usine. Le président de la transition a posé hier la première pierre d'Atlas Cimenterie à Djoga. Sa capacité de production est estimée à 800 000 tonnes par an. Retour sur cette cérémonie dans cette édition avec Nyanya Aliou Traoré. Une autre bonne nouvelle dans ce journal, la phase 2 de l'extension des universités de Bamako à Kabala avance à hauteur de souhait. Le constat a été fait par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Accompagnés par l'ambassadeur de Chine au Mali, ils ont visité hier 3 blocs du centre universitaire de Kabala. Merci d'être des nôtres. Bonjour, bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par la pose de la première pierre de l'usine Atlas Cimenterie hier par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Cette usine devra permettre de combler en partie le déficit de ciment produit ici au Mali. Sa capacité de production est estimée à 800 000 tonnes par an. On en sait plus avec Nyanya Aliou Traoré. Excellence, Monsieur le Président, nous avons entendu votre message à l'endroit de la jeunesse. Si j'échoue, ce sera l'échec de la jeunesse. Ce projet traduit notre engagement à vos côtés pour que vous n'échouez pas. Ces mots sont la preuve concrète que la jeunesse malienne est debout derrière les autorités de la transition. Moyenne d'âge de notre intervenant, 35 ans. Amadou Sow et Papa Oumar Samaké ont décidé d'investir au Mali pour son développement et surtout dans un domaine où la demande est particulièrement forte, une cimenterie. L'objectif principal de ce projet est de réduire considérablement les importations de ciment au Mali et de contribuer au développement économique à travers la production de ciment par des Maliens pour répondre à la demande croissante des besoins en construction des infrastructures dans le secteur des bâtiments et travaux publics. C'est aux environs de 10 heures que la délégation présidentielle arrive sur le site. Un accueil des plus chaleureux lui a été réservé par les populations environnantes. La commune rurale de Dio, dans le cercle de Kati, région de Koulikoro, abritera ainsi pour la 3e fois une usine de ciment. La pose de sa première pierre a été faite par le président de la transition en personne. Une sortie qui en valait la peine afin de montrer toute l'importance qu'il accorde à l'initiative et le rôle futur que jouera l'unité de production dans l'économie nationale en général et locale en particulier. L'unité de fabrication sera bâtie sur 14 hectares avec une production annuelle de 800 000 tonnes de ciment. Son coût de construction est estimé à environ 50 milliards de nos francs pour une durée de réalisation de 3 ans. Le projet porté par nos 2 jeunes compatriotes avec le concours des banques de la place va créer au moins 600 emplois. Que de bonnes nouvelles pour nos autorités. Permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements aux promoteurs de la cimenterie SES pour avoir choisi de faire un tel investissement dans notre pays et dans un tel contexte. C'est aussi le lieu de rappeler que la société SES a bénéficié de l'accompagnement de l'État à travers l'octroi d'un agrément au Code des investissements lui donnant droit à des avantages fiscaux et douaniers dans le cadre de la réalisation de son projet dans l'exploitation de la cimenterie. Le président de la transition, qui se déplace rarement, a voulu marquer le coup. Le colonel Assimi Goïta précisera qu'il est important de favoriser les investissements et l'entrepreneuriat jeune au Mali. C'est avec une grande fierté que je félicite ces jeunes promoteurs maliens qui ont décidé de créer une unité de cimenterie à Dio. Cette initiative qui vient au point nommé cadre avec la vision du gouvernement qui consiste à soutenir toutes les initiatives nationales et surtout celles portées par la jeunesse dans le cadre de l'industrialisation de notre pays, qui est une condition sine qua non pour notre indépendance économique. Et j'en suis convaincu que la réalisation de cette usine permettra de créer des emplois directs au profit de la population
de combler le déficit du ciment sur le marché national, aussi de booster le secteur économique. Justement, vous venez de le dire, ça va créer des emplois, Monsieur le Président. Un mot de votre part à l'endroit des institutions financières, parce que tout le monde le sait, ce n'est pas évident d'entreprendre ici au Mali. Je pense que c'est une question d'audace et de courage et de vision. Je profite de ce micro de lancer un appel à tous les Maliens de l'intérieur de la diaspora de venir investir au Mali et les rassurer que les autorités de la transition sont prêtes à les accompagner dans le strict respect des intérêts du peuple malien. Et dans la même foulée, partons dans les coulisses de cette cérémonie et à la rencontre des populations de Djo. Population visiblement très heureuse de la construction de cette usine moderne 100% malienne. Et c'est avec Abdoulaye Sako. Bientôt 7 heures du matin, la commune de Djogar se prépare à vivre un événement historique. Dans quelques heures, le président de la transition doit venir poser la première pierre d'une usine de cimenterie initiée par 2 jeunes Maliens dont la moyenne d'âge est de 35 ans. Président na usine kurajo anga dugukolo kaya o do mayne semfato fle sankan kuna yenga nitala kalnere ni jaranye yere di. Qui dit usine dit forcément création d'emplois locaux. Rien que ça nous met en joie. On est vraiment très heureux d'accueillir le président de la transition, Assimi Goïta. Donc on lui souhaite la bienvenue. Et oui, ici c'est Djogar. La preuve, cette mobilisation à l'arrivée du président de la transition. La réussite d'une cérémonie dépend en grande partie de la sécurité. À l'entrée, tout est passé au peigne fin. Inspection des véhicules par l'unité cynophile et autres fruits corporels. Ce travail consiste à checker les véhicules, nous assurer que le véhicule ne porte pas d'engins d'explosion, soit des risques. Le chien nous permettra à vérifier, à sentir ça s'il y a quelque chose ou pas. La population locale venue nombreuse fonde un espoir sur ce nouveau projet. Elle voit en cela une opportunité de réduire le taux de chômage dans la commune. Car dans sa politique de recrutement, la future usine fait confiance à l'expertise malienne. Cette usine-là va nous aider beaucoup parce que les jeunes là sont en chômage. On n'a pas de boulot. On est très content, ça je vous dis, on est très satisfait aussi. Dans le public, c'est un sentiment de fierté qui anime les uns et les autres. Selon eux, voir 2 jeunes Maliens mettre en place une usine de fabrication de ciment avec une capacité de production de 800 000 tonnes par an trace le chemin du Malikoura. La création de cette usine-là, ce serait quand même un plus pour le développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons beaucoup par ce problème de manque de ciment. Alors donc, avec la création de cette usine, ce serait un départ pour le Malikoura et qui ferait en sorte que tout le monde pourrait quand même disposer en temps, au moment opportun et à bon prix et à bonne qualité du ciment. La première joie, c'est une fierté de reconnaître que les Maliens sont capables de faire quelque chose eux-mêmes, sans passer par l'extérieur. Mon deuxième objectif, c'est que l'environnement va être un peu sécurisé. Les jeunes vont avoir de l'emploi. Et nous avons besoin de l'autosuffisance. Pas alimentaire seulement, mais dans tous les domaines. Le rendez-vous est pris dans 3 ans pour l'inauguration de la nouvelle usine de cimenterie. Mais en attendant, la population de Djogar donne un avant-goût de l'accueil qu'elle réserve aux autorités. Retour à Bamako, plénière au Conseil national de transition. 2 projets de loi ont été votés hier au siège de l'institution. Si le premier est relatif à la loi hospitalière, le second porte sur la création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Ils ont été adoptés à 106 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Adama Jimde, compte rendu. Les membres du CNT réunis en séance plénière ont adopté 2 projets de loi relatifs à la santé. Le premier porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 2022-04 PTRM du 22 février 2022 portant modification de la loi numéro 2
050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière. Quant au second, il est relatif à la ratification de l'ordonnance numéro 2022 portant création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Ces deux documents ont été adoptés par l'ensemble des membres présents, soit 106 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le chef du département de la santé n'a pas peiné à convaincre le CNT sur la pertinence de ces deux documents adoptés en Conseil des ministres le 9 février 2022. La création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé va jouer un grand rôle dans l'amélioration de la qualité des soins qui sont produits par nos établissements, parce qu'il s'agit d'un processus, comme cela a été dit, qui va accompagner nos établissements de santé à aller vers une certaine norme et aller vers des indicateurs que nous allons fixer pour que partout où on se trouve, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, et qu'on soit dans le privé ou dans le public, qu'on atteigne quand même certaines normes techniques que nous allons fixer. La commission en charge de la santé du CNT, dans son rapport, a fait certaines recommandations liées à l'opérationnalisation et à la dotation en ressources humaines, matérielles et financières de l'agence. Pour son président, l'adoption de ces textes présente des avantages par rapport à la qualité de soins et de santé. L'adoption de ces deux projets de loi elle est importante. En fait, ça concourt à aller vers l'amélioration de la qualité des services à offrir aux Maliens. C'est un processus où les établissements de santé seront évalués et accrédités suivant ces normes-là qui vont améliorer la qualité des services de santé à offrir à la population. Il a été aussi question de la prolifération des cliniques et écoles de santé privées qui ne respectent pas forcément les normes. Je vous le disais dans les titres, la phase 2 de l'extension des universités de Bamako à Kabala avance à hauteur de souhait. Le constat a été fait hier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il était accompagné de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Fousseni Tunkara a suivi la visite. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'est pas sa première fois sur ce sentier. Cette fois, il est accompagné par l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Ensemble, avec l'aide des techniciens, ils ont pu visiter 3 compartiments de ce haut lieu du savoir. Première étape, la bibliothèque construite sur 2900 mètres carrés. Elle est dotée de 2 salles de lecture de 80 places chacune. L'Institut qui porte le nom de Confucius, un savant chinois, a été le 2e compartiment visité. Ici, on compte 10 salles de classe et un mini-amphithéâtre d'à peu près 665 places. J'ai tenu ce matin à venir sur le chantier de Kabala avec l'ambassadeur de Chine pour que nous puissions nous rendre compte ensemble de l'état d'avancement des travaux. Et je suis très satisfait et je me dis que très bientôt, nous allons pouvoir réceptionner ces joyaux qui vont renforcer notre système d'enseignement supérieur. La dernière étape de la visite a concerné l'atelier d'impression. Ce local abrite des machines multifonctionnelles de dernière génération. Vous savez, ça c'est une importante composante de la phase de Kabala. Les ateliers d'impression, c'est un manque cruel dans notre système d'enseignement supérieur parce que les enseignants sont obligés de se débrouiller avec leurs manuscrits, y compris les revues scientifiques aussi. Donc ça veut dire que franchement c'est aujourd'hui un grand bond que nous allons accomplir avec la mise en place de cette presse universitaire du Mali qui va être créée sur la base de ces ateliers d'impression. Cet espace universitaire de référence est le fruit de la coopération Mali-Chine. Le représentant de l'État chinois au Mali en est fier. En tant qu'ambassadeur, je suis très fier de la qualité des œuvres que la compagnie chinoise a réalisées. Et nous avons visité 3 blocs, mais je pense que cette œuvre va bien servir à la bien-être du peuple malien. Et je suis fier aussi de cette coopération fructueuse entre la Chine et le Mali. Lors de la séance de débriefing, le ministre Koné a joint sa voix à celle des responsables du centre universitaire de Kabala pour saluer le gouvernement chinois pour son assistance au Mali. Un mot de sport dans ce journal football. Le sélectionneur national des Aigles du Mali était face à la presse mercredi dernier. Éric Sekouchel et les hommes de médias ont échangé sur l'actualité des Aigles. Les détails, c'est avec Abdul Karim Kaba.
Échanger avec la presse sportive afin d'être plus proche d'elle, donc de la population, c'est le sens donné à cette rencontre d'Éric Chekouchel, sélectionneur national des Aigles du Mali, et son staff avec la presse sportive. Déjà, vous voir physiquement, connaître vos prénoms, vos visages. J'ai toujours dit que je donnerais l'exclusivité aux journalistes maliens et je fais tout simplement ce que j'ai dit. Comme son nom l'indique, ce cadre d'échange est un véritable espace où toutes les questions sont permises. De l'état de l'équipe à la préparation du match contre le Congo, en passant par la composition du staff et les forfaits, tout a été touché. J'ai un ambassadeur conseiller technique et stratégique en la personne de Frédéric Kanouté. Ensuite, j'ai un team manager en la personne de Cédric Kanté. Par rapport à l'état d'esprit du groupe et les forfaits, le sélectionneur national des Aigles du Mali, Éric Chekouchel, a été on ne peut plus clair. Mes forfaits, c'est Malouda. Dama a des problèmes administratifs personnels. C'était très important pour lui parce que peut-être son contrat avec son nouveau club, il allait avoir un petit peu de difficultés. Donc il est rentré et j'ai accepté parce qu'il en va de la carrière du joueur aussi. Massadio Naïdara, donc il y a et Abdoulaye Diaby qui ont eu 2 problèmes au dos. Au cours de cette rencontre du sélectionneur national et son staff avec la presse sportive, il a été question de redonner l'envie aux jeunes de la diaspora de jouer avec l'équipe nationale. Il faut faire ce travail un petit peu de fond et répertorier tous ces joueurs susceptibles de rejoindre les équipes nationales, mais de redonner envie à ces binationaux. Le sélectionneur national des Aigles, Éric Chekouchel, entend multiplier ce genre de rencontres pour mieux édifier la population par rapport à l'actualité des Aigles du Mali. Sur un autre plan, Bissandougou, Sanankoro ou Wewanko sont des noms très évocateurs quant à un pan important de l'histoire anti-pénétration coloniale en Afrique de l'Ouest, celle incarnée par Almami Samori Touré, roi guerrier et héros de la résistance contre la colonisation française, mort en détention au Gabon le 2 juin 1900. Sori Ibrahima Keïta s'intéresse au sujet dans sa chronique Un jour, une formule. Suivant. La vie de Samori Touré, une vraie longue histoire abracadabrantesque. Écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine. Fils d'un négociant propriétaire de bétail, sa mère sera en captivité au cours des razzias qui faisaient légion dans la contrée. Il se constitue en esclave pour libérer sa mère. Il apprend le métier des armes au cours de diverses campagnes qu'il a menées auprès de chefs locaux avant de commencer sa propre carrière et devient du coup anti-esclavagiste et ennemi numéro 1 à la pénétration française. Samori a été une grande figure dans la résistance à la pénétration coloniale. Il fut le fondateur de l'Empire du Wassoulou. Premiers accrochages avec les Français, février 1881, et suit la grande bataille de Wewoyanko. Le 2 avril 1882, il y a eu la grande bataille de Wewoyanko. Avec l'appui de son frère Keme Broma, donc Samori a pu dérouter les Français dans la bataille de Wewoyanko. Fin provisoire des hostilités 3 ans plus tard, en 1891, la guerre éclate à nouveau entre les parties pour encore 7 ans, jusqu'à la chute de Sikasso. Pendant ces années interminables, celui qu'on appelle l'empereur de Wassoulou a tenu les Français à distance. Pour y parvenir, il crée une usine d'armes modernes tournant à plein régime avec 400 fabricants, met sur pied une armée disciplinée de 35 000 fantassins et 3 000 cavaliers. Il invente des techniques de la guérilla et de la terre brûlée qui donnent du fil à retordre à l'envahisseur. Face à la supériorité matérielle de l'ennemi, il utilisa la technique de la guerre populaire. Alors quand il se sent menacé sérieusement par l'ennemi, il détruisait tout sur son passage. Et cela affaiblissait davantage encore l'ennemi pour le régime.
et arrive ce 8 septembre 1898. On l'a arrêté à Guélémou, dans son camp à la frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Donc il a été surpris un petit matin et on l'a amené au Gabon. En 1900, il est décédé par suite d'une pneumonie. Mais on signale également qu'il y avait les conditions de détention n'étaient pas à la hauteur. Chef des troupes, stratège et politique, l'enfant de Miniamba Ndougou a su mettre en place une structure étatique des plus organisées de l'ère mandingue et de l'ère du 19e siècle, grâce à ses valeurs de bravoure et d'intelligence. Les Français ont utilisé depuis le début de la pénétration coloniale et ils continuent encore sous cette même politique, la politique de diviser pour régner. Donc cela a marché avec les rois de l'Afrique. Sinon, alors si l'appel de Samoré avait été entendu, alors on aurait pu résister valablement devant l'ennemi. Les ennemis les plus mortels sont unanimes à reconnaître que l'Almami Samori ne violait jamais. C'est à juste titre qu'un refrain de la célèbre chanson du Bembeya relève qu'Almami Samori fait partie des hommes qui, bien que physiquement absents, continueront à vivre éternellement dans le cœur de leurs semblables. Donc, à inspirer les générations futures. Conducteur d'homme, il le fut en tout cas. Et c'est sur ces images historiques que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent vendredi à tous.